Contamination, c'est le titre de sa dernière série. Les plus chanceux pourront découvrir dès le 1er septembre à Visa pour l'image, Festival international du photojournalisme, c'est cliché. Les autres pourront les voir dans le journal Le Monde. Bonsoir Samuel Bohlendorf. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de dévoiler donc votre travail, ces photographies. Alors qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec cette série intitulée Contamination ? J'ai voulu montrer des lieux de la planète laissés impropres au développement de la vie pour des siècles. Mais ils sont laissés impropres au développement de la vie par des industriels, par nos comportements, par des choses qui sont très contemporaines et qui se passent dans des pays qui sont des pays partenaires, des pays développés. Oui, ça c'était un choix. Vous n'êtes pas allé dans des pays, même des pays trop pauvres en fait. C'est pourquoi ? Parce que l'enjeu, c'était de ne pas pouvoir se réfugier derrière le fait que ce soit loin et que ce soit un pays qui soit soit dans une situation économique catastrophique, soit une dictature ou je ne sais quoi. C'est le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Italie et l'Europe, le Brésil, la Russie. Ce sont des pays dont on peut imaginer qu'ils doivent prendre en main ces problématiques et il n'en est rien. Alors ce qui est frappant dans ces photographies, c'est qu'on ne la voit pas, la contamination. Enfin, le plus souvent, là on voit ces arbres. Tout à l'heure on a vu un fleuve aussi. Alors c'est vrai qu'il a une couleur rouge, mais pourquoi pas? En fait, ça c'était important aussi qu'elle soit presque invisible. Ben, je pense que c'est aussi notre problème, c'est que tant qu'on l'a pas sous le nez, on se dit pas que c'est dégueulasse. Et le problème, c'est que la radioactivité, les PCB, les microplastiques dans l'océan, c'est des choses qui sont totalement invisibles. Et donc, pendant ce temps-là, on peut continuer à être aveuglé. Donc, il fallait essayer de faire un travail qui mette en scène aussi ces paysages qui parfois sont très beaux, mais qui sont impropres au développement de la vie parce que c'est un lac avec des poissons à deux têtes ou je ne sais quoi. Oui, alors ça se décline en diptyque, c'est-à-dire qu'il y a un paysage, une personne. Alors quand vous parliez de paysages plutôt merveilleux, on va avoir une image du Canada, où là c'est immaculé, vraiment on a l'impression que la nature est absolument magnifique. Voilà, on la découvre, cette image, et en fait c'est une image trompeuse. C'est ça, c'est le lac Athabasca dont les eaux sont polluées par l'exploitation des sables bitumineux du coup la pêche est devenue interdite, les villages en bordure qui sont des villages autochtones connaissent des taux de cancer qui explosent. Et tout ça, c'est lié à l'exploitation du sable bitumineux. Donc, on a des lieux qui sont devenus des lieux dangereux et puis des gens qui continuent à y vivre. Alors, c'est pas forcément diptyque, il y a des paysages et des humains. Ici, on a voulu vous montrer cette diversité, donc c'est pour ça qu'on a 2 images par sujet. Mais les sujets sont plus développés dans l'exposition qu'il y aura à Perpignan, avec donc différents aspects de chacune des problématiques. Alors, on va voir, là, on va tout de suite partir en Russie, où là, c'est une jeune fille qui est handicapée avec sa mère. Et là, on voit, enfin, c'est suggéré, c'est-à-dire qu'elle habite à côté d'un lac, là aussi, contaminé. Alors là, c'est un très beau lac, mais en fait, il est artificiel. On appelle ça le trou noir. C'est profond comme un immeuble de 7 étages et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais c'est que des hydrocarbures, des déchets toxiques. Même la berge produit des fils marrons de caoutchouc qui collent aux chaussures. L'odeur est absolument insoutenable et c'est le fruit de toutes les entreprises qui produisaient la chimie et les armes chimiques pour la Russie soviétique et qui ont déversé là tous leurs déchets. Et c'était compliqué d'aller sur ces sites. Est-ce qu'on vous a laissé passer tranquillement? Comment vous avez fait? Alors d'abord, c'est vraiment un travail qu'on a fait en partenariat avec le journal Le Monde, au sens où on avait un journaliste du journal qui travaillait sur chacun des sujets, donc qui en était le spécialiste ou qui était le correspondant local. Donc il y avait déjà quand même des possibilités d'accéder à des connaissances du sujet. Et puis, quand même, le fait de travailler pour Le Monde, ça ouvre certaines portes. Donc même la centrale de Fukushima a accepté de nous faire visiter les installations tels qu'ils essayent de les maintenir et de les réparer. Donc on avait des interlocuteurs qui nous permettaient quand même de travailler. Et puis parfois, il fallait quand même essayer de passer à côté des interdits. Alors, il y a une image qui est assez frappante, c'est-à-dire cette image de mer, on va la voir, où c'est absolument magnifique. Et on parlait tout à l'heure de contamination invisible, vous nous l'avez dit. Alors on vient de parler de Fukushima, on pense à la radioactivité. Mais là,
Donc voilà, on voit là aussi un paysage assez beau. Et à côté, décryptez-nous un peu cette image. C'est merveilleux, c'est l'océan Pacifique dont je reviens là, que j'ai traversé entre Hawaï et la Californie à bord du bateau Tara, de l'expédition scientifique. Et on a traversé ce qu'on appelle le continent de plastique, qui n'a rien d'un continent puisque ça n'est pas solide, on ne peut pas débarquer, il n'y a pas des amoncellements de sacs et de morceaux de plastique énormes, hein. Il ne faut pas croire ça, c'est pas ces images-là, c'est à la sortie des égouts des villes. La réalité, c'est des filtres comme ça qu'on traîne dans l'eau et qui permettent de voir que en fait les plastiques, c'est des microplastiques grands comme un grain de riz, parfois grands comme 20 microns, c'est-à-dire la taille du phytoplancton. Et il y en a des milliards qui rentrent dans la chaîne alimentaire parce que les poissons les mangent, les poissons en meurent. Quand ils en meurent pas, ça rentre dans leur tissu et nous les remangeons à notre tour quand nous les pêchons. Et ça, pour le coup, c'est absolument impossible de le nettoyer. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ces clichés, ces photographies, vous les avez faites maintenant. En fait, c'est un instantané de la planète aujourd'hui. C'est ça que vous avez voulu faire? Oui, on a fait le tour de la Terre depuis le début de l'année. C'est-à-dire que tous ces sujets ont été réalisés entre février et juillet. Et donc, en tournant autour de la Terre comme ça, c'était très étonnant de constater combien elle est petite finalement et combien elle est fragile en fait. Alors on va regarder une autre image, si vous le voulez bien, là, qui m'a aussi interpellée dans le sens où c'est une petite cabane, vraiment. Là encore une fois, c'est bucolique, c'est absolument ravissant. C'est en Alabama. Nous voici donc en Alabama. Et il y a cette jeune femme là qui est sur son perron. Alors là aussi, on ne la voit pas du tout, cette pollution. Et pourtant, elle est bien réelle. Elle est réelle et elle est catastrophique. C'est là que Monsanto a produit des PCB pendant 70 ans, donc à Anniston, en Alabama, qui est une petite ville de 20 000 habitants, dans laquelle Monsanto déversait ses fonds de cuve à ciel ouvert et dans un petit canal qui traversait la ville. Et le résultat, c'est que évidemment la ville et les eaux sont gravement contaminés au PCB, donc avec des taux de cancer absolument anormaux, une violence aussi qu'on estime probablement liée aux perturbateurs endocriniens. Un taux de criminalité qui dépasse celui de Chicago dans une petite ville de 20 000 habitants et surtout, évidemment, des gens qui ont des cancers et qui vivent à quelques mètres de ces décharges. Et le problème des PCB, c'est que c'est des composants extrêmement persistants, extrêmement volatiles et qu'aujourd'hui, on en trouve partout, dans tous les mammifères, dans nos corps, jusqu'en Arctique. Mais ces personnes que vous photographiez, elles sont au courant, elles le savent, est-ce qu'elles se battent? Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Cette femme, par exemple, elle a eu un cancer à 17 ans, sa sœur aussi, sa tante, sa cousine, toute sa famille a des cancers. Et elle n'a même pas accès à l'Obamacare. Et elle continue à habiter à 50 mètres de l'usine qui n'est plus Monsanto maintenant, mais et des décharges. C'est-à-dire que c'est aussi cette Amérique si pauvre que les gens ne peuvent pas partir, ils n'ont pas les moyens. Et donc, ils ont le sentiment d'être David contre Goliath et de pas pouvoir se battre, quoi. Et puis ces lobbies, c'est quand même des industriels extrêmement puissants et des lobbies extrêmement puissants. C'est une vision très sombre, hein. C'est vrai que quand on regarde ces photographies, est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir? Est-ce que c'est irréversible? Je ne voudrais pas dire qu'il n'y a pas d'espoir, mais en tout cas, je ne l'ai pas entrevu. J'espère qu'il y a des solutions, mais les solutions, elles viennent de nous aussi, hein. C'est à terre d'arrêter de consommer des plastiques à usage unique, dont on va se servir 2 secondes et qu'on va jeter à la poubelle. Dans les pâtes dentifrice, dans les crèmes des gommages, il y a des microplastiques qui vont dans l'eau et qui finissent dans la mer, hein. Et puis, c'est aussi notre consommation, c'est-à-dire que tout ça, c'est pour nourrir notre frénésie de consommation. Vous en avez parlé aujourd'hui. Effectivement, c'est la journée du dépassement écologique. Ouais. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une préoccupation, je vais me faire l'avocat du diable, mais justement des populations qui sont plus privilégiées, c'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne partie de la population sur Terre qui cherche juste à se nourrir et à vivre correctement? Est-ce que c'est eux qui subissent en fait cette surproduction? Je pense que
Faire en sorte qu'il y ait du coca chez les plus pauvres n'est pas une nécessité absolue. Si on développait des filières agricoles qui étaient capables de produire localement, qu'on aidait enfin qu'on répartissait un peu plus les initiatives et les fonds, on pourrait quand même trouver des solutions qui marcheraient peut-être un peu mieux. Alors votre travail, si on le connaît bien, c'est vraiment un travail de mémoire et aussi d'éveil, de conscience. C'est ce que vous avez voulu faire aussi. Vous pensez qu'avec ces photographies qu'on pourra voir donc au festival Visa pour l'image, mais aussi dans le journal Le Monde, journal français, est-ce que vous pensez que ça peut interpeller? Est-ce que vous l'espérez? Ah bah, de toute façon, moi, j'ai pas la prétention de changer le monde, hein, mais en même temps, quand on est photographe, je crois qu'on est quand même animé par l'idée d'essayer d'alerter. Donc, et c'est un moteur, hein. Donc, j'espère que le plus de gens possible vont recevoir ce signal. Rien que Visa pour l'image, c'est entre 200 et 250 000 visiteurs gratuits. C'est quand même c'est formidable. C'est un vrai enjeu d'information, de pédagogie, etc. Et j'espère que ça va faire Oui, on rappelle que c'est à Perpignan, tourner, dans le sud de la France, du 1er au 16 septembre. Mais est-ce que vous pensez qu'on en a conscience? Parce que finalement, on parle de ce genre de dépassement écologique. On y revient assez souvent, les accords de Paris. Est-ce que vous pensez que vraiment tout un chacun a conscience de ce qui se passe? Je pense que c'est des prises de conscience qui se font très lentement, malheureusement, qui se font à l'échelle d'une génération. Quand j'étais petit, on n'éteignait pas la lumière dans les pièces dans lesquelles on n'était pas. Donc c'est très très lent, mais c'est sûr que si c'est pas aussi le fruit de politiques publiques, ça ira encore plus lentement. Eh bien, merci Samuel Bollendorf d'être venu donc, sur le plateau de 64 minutes. Est-ce que vous avez un autre sujet? Vous avez toujours des sujets extrêmement engagés et très humanistes aussi. Vous avez déjà un sujet de travail? Alors, ce sujet-là vient clore toute une série de sujets que j'ai faits qui dressent une espèce de portrait de notre humanité en ce début de 21e siècle. Et après, j'aimerais bien travailler sur un sujet un peu plus léger que j'ai en tête, mais qui n'est pas encore complètement écrit. Merci encore une Merci fois d'être beaucoup. venu et on peut voir votre travail sur votre site, évidemment. Merci encore.